Wandji a tué qui? Il faut se demander. Oui. Parce que là, vous m'amenez à rentrer dans une situation très très dangereuse. La guerre qui s'est déroulée à l'ouest a plusieurs facettes. Andjé Tchungi tuait les gens, mettait leur tête sur les bois, venait planter dans les places publiques. Alors, je préfère qu'on reste sur Wandjé. Non, on ne peut pas rester sur Wandjé. Dit que Wandjé a tué et on laisse celui qui tuait. Et mettons sur une fourche pour venir planter au marché. D'accord. Parce que celui-là a deux choses. Après la barbarie, il y a la sauvagerie. Oui. Moi, je voulais développer une et l'arrogance. Oui, on veut bien comprendre de la mise à mort de Ernest Wandjé, que d'aucuns ont considéré comme grand bandit, comme héros, ainsi de suite. Est-ce que vous étiez proche d'Ernest Wandjé? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'on devrait retenir de celui-là? Quand quelqu'un dit que Ernest Wandjé était bandit, moi, il dit qu'il faut l'excuser parce que c'est des petits politiques. D'accord. Vous reconnaissez dans l'histoire. Ils ne connaissent même pas le Cameroun. Mais quand je suis là, ils doivent prendre les plumes. C'est ce qu'on va faire. On va tous prendre les notes. Il faut qu'ils prennent les plumes pour comprendre ce qui s'est passé. Oui. Quand tu dis que Ernest Wandjé est bandit, ça voudrait dire que tu dis qu'Aïdjo est bandit. Parce qu'il n'y a qu'un bandit qui peut tuer un autre. Mais je n'ai jamais vu ici-bas un bandit qui tue un chef d'État. Ou bien qui fait partie d'un chef d'État du pouvoir. C'est Wandjé qui a fait partir Aïdjo du pouvoir. Comment ça? Ah, voilà. C'est ça qu'on ne dit pas au Camerounais. Comment ça? Oui. Dites-le nous. Monseigneur Ndogmo dit à Aïdjo, je t'apporte Wandjé. Puis c'était chez Wandjé. Ils se font des amis. Maintenant, Ndogmo me jette encore un autre plan. B. Il faut assassiner Aïdjo. Voilà. Mais c'est même pour ça qu'il faut que le Cameroun apprenne son histoire. Ah oui. Alors, Ndogmo dit à Aïdjo, oui, Wandjé, mais il faut venir aussi au sacre de mes prêtres, qui veut sacrer en Colossone. Il s'en va prendre Wandjé, il lui dit, je vais te faire exfiltrer. Il le laisse dans une cafetière en Banga. Il revient à Yaoundé pour le sacre des prêtres, sachant qu'on va abattre Aïdjo, parce que ça c'est l'assassinat. Il ne pouvait même pas faire un coup d'État. Parce que même s'il tuait Aïdjo, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Oui. Mais lui, son problème, c'était ça. Arrivé donc à Yaoundé, le grand frère Limier Pondi est au courant de la situation. Les réunions se passent à Douala, à l'hôtel des Palmiers, chez le vieux Takala. Le jour du sacre, Pondi dit à Aïdjo, non, tu ne peux pas bouger. C'est mauvais là-bas. Il descend lui-même avec ses braves garçons. Il trouve qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut. Bon, on attend seulement que le président arrive pour qu'on commence les bénédictions. Il commence à fouiller les prêtres. Les tables Gabriel, les pour le courant, enfin, ils avaient les noms là. Les Njaseb Mathieu, etc. On les trouve avec des armes, armés prêts à tirer. On les prend, on prend donc les autres, c'est-à-dire les Takala et autres et tout. Tout à fait. On les prend. Entre-temps, en Banga, Wandjé qui lui est quelque part n'est plus ravitaillé. Il voudrait chercher quelque chose à manger, il s'en va chercher le champ de manioc pour prendre quelques tubercules. Il trouve une femme. La femme lui dit, mais vous sortez d'où? Il lui dit, non, j'ai besoin, j'ai faim, j'ai besoin. La femme retourne au village, elle prend la nourriture et vient servir à Wandjé. Elle retourne au village pour dire à son mari qu'il y a quelqu'un là-bas. Je ne sais pas c'est qui. Son mari arrive donc avec elle, lui reconnaît Wandjé. Il l'amène au village, on le conduit à la gendarmerie. Pendant ce temps, Ndogmo est arrêté avec ces gens. Le procès s'ouvre, les enquêtes et tout.
Mitterrand part de France, avocat international. Il affrète un avion de transport ou un avion. Il arrive à Yaoundé, Dieu lui dit tu n'atterris pas. François Mitterrand? Oui. Avocat. Avocat international. Le président français, non. Puis c'était un socialiste, on était sûr que les socialistes pour arriver au pouvoir en France, ça va beaucoup déranger. Il arrive à Yaoundé, Dieu lui dit tu n'atterris pas. Retourne là où tu viens. Il repart, il atterrit au Gabon, il se ravitaille, il rentre en France. Avec une grosse humiliation. Il n'est même pas descendu d'avion. Bon. Maintenant, ça fait peut-être 9 ans. 10. Ou 10. Puisque on est 71, du coup on est en 81. 81. Mitterrand devient président. Il règle ses comptes. D'accord? Et il dit à Aïdjo, tu vas partir. C'est pourquoi il dit que c'est Wandé qui Là, on voit le enlève. lien. Finalement, on voit le lien. C'est l'affaire Wandé qui enlève Aïdjo. Aïdjo entre au pouvoir, perd le pouvoir parce qu'il a humilié Mitterrand dans le procès de Wandé. On en déduit que c'est Wandé qui a enlevé Aïdjo au pouvoir. D'accord, on voit le lien. Alors, dès qu'Aïdjo arrive en France au pouvoir, le tout premier soldat a été appelé à l'Élysée, c'est qu'Aïdjo. Il lui dit, je crois que tu peux partir. Il n'avait pas oublié, il a la tu as tué. Parce que s'il ne tuait pas Wandé, Mitterrand allait le laisser. Mais non seulement il a refusé l'atterrissage à Mitterrand, mais il a encore tué son homme, Wandé. Donc il dit ça parce que on a l'idée d'aller se brosser au Cameroun. Brossez-vous d'abord avant de prononcer le mot. Et observez que Paul Biya ne le prononce pas. Voilà. Permettez qu'il continue. Alors, c'est pour cela qu'on a beaucoup de chance de la voir. Alors, Aïdi Aïdjo, tu dois partir. Aïdjo comprend qu'il est fini. Il tourne le dos. Et il met sur son dos le club de la presse du tiers-monde. C'était dirigé par Hervé Bourges, qui arrive ici à Yaoundé. Dans son éditorial, il fait comprendre au Cameroun et au monde entier que Aïdjo doit partir. Parce qu'il a dit, à la fin, que la succession de ces véritables symboles de l'unité semble ouverte à l'horizon 85 et s'annonce fort délicate. Dans son éditorial? Oui. Il y avait Hervé Bourges, directeur d'avion de Jeune Afrique. Qui a dirigé finalement Hervé Bourges l'école de journalisme au Cameroun. Au Cameroun. Oui. À l'époque, il était directeur de Radio France Internationale. D'accord. Il y avait Paul Madlagor du Figaro, Christian Cassiran et tout ce monde. Jean-Claude Autou, directeur d'avion de Jeune Afrique qu'on appelait Siradou Diallo. C'est vrai, Aïdjo a tenu le coup parce que il a répondu aux questions improvisées. Des questions difficiles. On n'a seulement pas du temps. Je pourrais vous brosser quelques questions, mais on aura le temps un jour. Non, on aura le temps. On va vous inviter spécialement pour aller en profondeur. Alors, Aïdjo comprend que là où je suis là, je dois partir. C'est comme ça qu'il démissionne. Voilà pourquoi je vous dis que c'est Wandé qui a fait partie Aïdjo. Et c'est cohérent. Alors, ce qui fait débat débat pas ça seulement qui est cohérent. qui fait débat Non, c'est qu'il faut compléter. Compléter. C'est grâce à cause de Wandé qu'Aïdjo perd le pouvoir. Mais il y a mieux. C'est grâce à Wandé que Biya le gagne. Il faut que l'Indi sache. Oui. Biya donne le pouvoir à la mort et au procès de Wandé. Parce que ce procès de Wandé aboutit au limogeage d'Aïdjo 10 ans après par Mitterrand. Comme il a fait ça à Mitterrand, Mitterrand l'élimine. Et comme Mitterrand élimine Aïdjo, il relève Biya. Oui, D'où est-ce que tu peux venir parler d'un type comme ça? D'accord. Je voulais dire donc. C'est que tu es maudit, tu cherches ta mort. Oui, pour ça, c'est qui fait problème. Même Biya peut-être selon l'entendement populaire, dans ceux qui prennent sur eux de raconter avec leur mot cette histoire, ils disent que Wandé a été un héros dans la lutte, mais après on ne comprend pas pourquoi il s'est retrouvé encore dans la brousse et accusé d'assassinat et autres, ce qui fait de lui qu'il a été héros au départ et puis finalement Makiza ou bandit à la fin. En tout cas, vous avez le pouvoir que vous mangez à Jean-Jacques. D'accord. D'accord, vos cravates, vos vestes là. C'est grâce à ce que Wandé a donné à Biya, que Biya vous donne. Taisez-vous. D'accord, continuez donc. Mangez sans parler. Cette parenthèse elle est fondamentale. Permettez qu'il donne quelques éléments là-dessus. Et est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Wandé a tué qui? Il faut se demander. Oui. Parce que là, vous m'amenez à rentrer dans une situation très très dangereuse.
La guerre qui s'est déroulée à l'ouest a plusieurs facettes. Andjé Tchungi tuait les gens, mettait leur tête sur les bois, venait planter dans les places publiques. Alors, je préfère qu'on reste sur Wandje. Non, on peut pas rester sur Wandje. Dit que Wandje a tué et on laisse celui qui tuait. Est-ce que et mettons sur une fourche pour venir planter au marché. D'accord. Est-ce que d'accord? Parce que celui-là a deux choses. Après la barbarie, il y a la sauvagerie. Oui. Moi, je voulais développer une... Et l'arrogance. Oui, on veut bien comprendre ceux qui interprètent le rôle d'après-indépendance comme étant une activité qui n'avait plus lieu d'être. Wandje a répondu à Aïdjo qu'il ne peut pas sortir du maquis parce que c'est le régime néocolonial qui l'a mis là. Et s'il sort, il va l'éliminer. Il a écrit noir sur blanc. Donc il y était pour se protéger d'abord. Pour se protéger. Et enfin, pour mener un combat et arriver au pouvoir. Naturellement, s'il ne tuait pas Wandje et qu'il y a Mitterrand arrivé au pouvoir, il allait faire partie toujours le même Aïdjo pour mettre Wandje. Il le savait. D'accord. On peut comprendre pourquoi est-ce que de la bouche de la femme d'Aïdjo, Feu Germaine Aïdjo, elle disait que lorsque la question a été posée au président Aïdjo, pourquoi tuer Ernest Wandje, il a dit parce que les deux, effectivement, comme il disait, Ndommo avait été arrêté, en même temps que Wandje, il disait que Ndommo, je le renvoie, n'est-ce pas, je le renvoie à Rome. Mais Wandje, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour cela que je vais le fusiller. Ça, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait. La vérité, c'est que, en réalité, ce qui est vrai, c'est que le Vatican a fait pression sur la France. Tout à fait. Pour Ndommo. La France a répercuté sur Aïdjo. Et ce même Vatican n'a pas fait pression pour Wandje. Par contre, la France a donné l'ordre à Aïdjo. C'est un ordre de tuer Wandje. L'ordre était si dur que c'est Focard. Et pour que Focard soit sûr que Aïdjo va le faire, il est venu rester à Libreville. Alors, je disais ce qu'on retient. D'accord. Mais en réalité, Jean-Jacques, c'est important. En réalité, après 10 ans, en réalité, parce que Wandje entre en brousse à 61. Oui. 61, 71, 70, quand on l'arrête, en réalité, Aïdjo a fait beaucoup de travail personnel. Il a compris la lutte nationaliste. Tout à fait, tout à fait. Okay? Et il ne voulait plus tuer Wandje, il faut qu'on soit honnête. En 70, Aïdjo ne veut plus tuer Wandje. Il ne tue Wandje que parce que il exécute l'ordre de la France qui le menace qu'elle va l'enlever ou le tuer s'il ne le fait pas. Il gardait une peur bleue. C'est pourquoi les Camerounais doivent comprendre, les nationalistes doivent comprendre que la plupart des choses que nous reprochons à nos compatriotes dans les exercices du pouvoir néocolonial, en réalité, c'est des gens traumatisés, brimés, qui font souvent les choses contre leur volonté. D'accord. Alors, on est en train de retenir finalement l'essentiel. Est-ce que c'est donc finalement une mauvaise interprétation ou alors une méconnaissance nationale de l'histoire du Cameroun, parce que tout le monde a ses bribes d'histoire pour dire que oui, il était là et puis finalement ce qu'il faisait encore en brousse, on ne comprend plus. C'est pour cela que certains l'assassinent, l'assimilent à ce qui a été dit. Non, je voudrais dire ici que ceux qui peuvent appeler Wandje maquisard, d'abord ils ont leurs petits problèmes avec les Bamileke. Mon petit Elim Belobé, lui se plaint qu'on a pris les terrains de Douala, on a pris... Qu'il ne fasse pas confusion. Restons dans l'histoire. Non, voilà. J'ai dit seulement que, bon, c'est ça, on pense souvent ça dans les querelles de salon. Dans les parlots de salon. Mais l'histoire était tue. Et que dit cette histoire clairement? Bon, Wandje est resté sous maquis. Il travaillait sous maquis. D'abord, il n'était plus en contact avec les autres maquisards, puisqu'il se cachait. Oui. Donc on ne pouvait plus donner les ordres là-bas de peur qu'on sache où il se trouve. Si on dit que Wandje a continué à tuer, c'est parce que ceux qui le cherchaient commettaient des bavures. Et on imputait ça à Wandje puisqu'il est en brousse. Tout à fait. Même les militaires, quand tu as une belle femme, s'ils voient que la femme essaie de... on te zigouille, et puis on prend sa femme. Et on accuse Wandje.
C'est ça la réalité. On brûlait même les maisons, on disait que c'est Wandji. Quelqu'un qui est en brousse, qui se cache. Il vous dit, allez me brûler les maisons, ça lui sert à quoi? Et je vous dis une chose. Pendant son procès, parce qu'on lui a collé le coup d'État, hein, on lui a collé le coup d'État dessus. Je vous dis une chose, j'ai été à son enquête de bout en bout, à son audience de bout en bout, à côté d'un puissant colonel camerounais qui est mort. J'étais ses oreilles, ses yeux et sa bouche. Donc je détiens tous ces procès-là. Tout ce qui s'est passé. Il a dit... Il y a eu des révélations pendant ce procès? Oh, beaucoup. Lui, il a dit que je suis tombé dans un guet-apens, un traquenard des éléments habilement montés et imbus d'ambition égoïste. Ces éléments sont Ndongo et ses complices. Là, vous le citez. Hein. Oui. C'est que... Et Fauchivé lui avait posé la question, quels sont les complices de Ndongo, de Ndongo? Il a dit à Fauchivé, quand je suis instituteur, directeur de l'école publique de Kongsamba, vous, Fauchivé, vous étiez agent au commissariat spécial de la même ville. Si je m'aurais voulu me faire désolé, vous m'auriez pu, vous aujourd'hui sur le dia, ne prêtez pas votre langage. Vous connaissez les complices de Ndongo, de Wandji plus que moi. Parce qu'ils sont dans vos poches. Et je viens d'apprendre que votre coup d'État ici dans vos locaux. Tout le monde le sait. Hein? Même le président qui est au pouvoir. Il était là. Tout à fait. En réalité, parce qu'on veut exécuter l'ordre de Focard, qui est à Libreville, attend qu'on tue Wandji pour rentrer et aller préparer la première visite de Pompidou au Cameroun. Tout à fait, c'était Pompidou. Et cette visite de Pompidou a pour but d'ouvrir le pétrole de Bakassi, exploiter le pétrole. Donc cette affaire est une affaire de pétrole. D'accord, saluons Lazare Nolga. C'est ça la vérité. C'est ça, Lazare Nolga. C'est ça l'histoire. D'accord, merci professeur. Vous êtes membre du comité directeur de l'Union des populations de Cameroun. Merci de nous retrouver sur le plateau. Vous n'aurez pas beaucoup de temps sur le sujet d'entrée, puisque le sujet phare c'est cette présidentielle qui est à venir. Mais on voulait rapidement passer par l'histoire, restituer les Camerounais par rapport à cette histoire d'Ernest Wandji. Je crois que vous êtes d'accord avec les récits qui sont faits ici. Très d'accord. Vous avez vécu cette histoire, vous avez rencontré les témoins de cette histoire? J'ai trouvé réellement mon papa vivant que je venais d'enterrer, ça ne fait pas encore 2 mois. Lui, il a vécu cela? Il a vécu, il était parmi ceux-là. Qu'est-ce qu'il dit de Ernest Wandji? Ernest Wandji, les accusations, je dis, mes années politiques ont tout dit, ce n'est que la confirmation. De nos jours, moi, je ne peux que bouleverser cette vapeur pour parler de l'instant là où nous-mêmes, nous nous habillions des habits coloniaux. Parce que réellement, quand tu tortures toi-même, attends-toi à cette injure. Nous sommes en train de nous injurier. À partir du moment où un parti historique comme l'UPC garde réellement en soi des ennemis facteurs de la représentativité coloniale, où en sommes-nous? De qui se moque-t-on? Apparemment, nous avons vécu des plaintes déposées par l'UPC. Et nous tous, nous connaissons les verdicts. Et aujourd'hui, ces délinquants politiques sont en train de continuer à bazarder l'UPC dans des nasses et remettre pour des intérêts égoïstes. Là, nous sommes déjà de plein pied dans le sujet sur la présidentielle. Oui, je suis en train de venir. La candidature de Jean Bec, forcément, on parlera de ces procès et parfois des textes qui viennent de l'administration territoriale. Merci de venir participer à cet échange. Mais ce qui se dit, Timothée, montre que le Cameroun a besoin de connaître son histoire et les Camerounais ont besoin de connaître l'histoire de ce pays. Jean-Jacques, vous me donnez la parole là, je suis un peu embarrassé au regard de la qualité des intervenants. Je préfère vous retirer je comprends. Sur le fond. Oui. Mais pour dire que si il y a une histoire qui doit être la même, mais qui est différente en fonction du narrateur, ça devient un problème. Oui, ça devient un problème. Le Cameroun a besoin de se réconcilier avec lui-même
pour que nous puissions obtenir la souveraineté qui nous manque. Parce que de tout leur récit, ce que j'ai compris et qui est directement lié au sujet introductif sur Boko Haram, c'est que nous manquons de souveraineté parce que le spectre néocolon peine à se dissiper. Nous avons donc besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réapproprier le sentiment nationaliste et de se doter d'une intelligence capable de nous permettre d'être souverains. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de décoller cette histoire d'Ernest Ouandjé à l'Union des populations du Cameroun? On a l'impression que l'UPC est en train de vouloir s'accaparer Ernest Ouandjé. Est-ce que c'est l'histoire de l'UPC ou c'est l'histoire de la lutte nationale? Oui, je crois que c'est le Cameroun. voilà. Je crois que cette réponse-là. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, parce que dans ça, la chronologie des faits est là, hein, c'est logique. Aïdjo, tu Ouandjé parce que Foccart l'exige. Foccart l'exige parce que Pompidou l'exige. Pompidou l'exige parce qu'il veut venir au Cameroun. Et il vient après. Et Pompidou veut venir au Cameroun parce qu'il veut avec Aïdjo ouvrir les puits de Bakassi. Et Pompidou veut ouvrir les puits de Bakassi parce que De Gaulle a échoué 3 ans avant à ouvrir les puits d'à côté et par la guerre du Biafra. voilà. D'accord. Parce que c'est De Gaulle qui provoque l'affaire du Biafra qui est un échec. Et comme il a échoué là-bas, parce que là-bas il provoque la sécession. Et dit au Biafra que il faut vous séparer du Nigeria, vous aurez tout le pétrole. Quand il a échoué dedans, quand De Gaulle échoue dedans, Pompidou qui le remplace veut faire le compteur au Cameroun. Il dit à Aïdjo qu'on unifie. Là-bas, il voulait séparer, ici, il veut unifier ce qui était séparé. Là-bas, il voulait séparer ce qui était uni. Ici, il veut unifier ce qui est séparé parce qu'à ce moment, on a 2 États fédérés. Et du force de la fédération, et du force. Parce qu'après, quand Pompidou tourne le dos, il fait son unification du 20 mai 1972. Voilà le fond d'affaires, fausse unification. En réalité, l'affaire derrière, c'est qu'on veut le pétrole de Bakassi. Parce qu'on a raté le pétrole de Aqua Ibom, le delta du Nigeria. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, la France coloniale, c'est le monstre de l'Afrique. Voilà le fond de l'affaire. C'est au moment où la France prétend qu'elle veut faire la paix avec le Cameroun et l'UPC. Il est important que nous comprenions, parce que nous, c'est des chiens. On engueule avec les Zamba-Boy, non? Tout à fait. Ça vient de là. Moi, on a dit qu'il est candidat, non? C'est un peu là-bas, il dit non, à qui il est? Il nous a expliqué comment. Qu'il nous dise au moins comme moi j'avais 20 ans, parce que dans 52, j'étais en terminale à New York. Et on va discuter maintenant qu'en terminale, tu ne comprenais pas. Parce qu'il vient dire là, dans vos montages du Cameroun, que le candidat de l'UPC. Tu es le candidat du parti dont ton père a été complice à la fusillade publique à Bafoussam du leader. Quand son père est dans la fusillade publique, je vois, non, on mourir pour ça, je ne voter pas, je meurs. Je meurs. Des opérations. D'accord. Est-ce que nous ne sommes pas accepter un gars comme ça? La question, non, vous aurez le temps de parler de la peut-être. On n'est pas encore à ce sujet-là. Le nationalisme camerounais, le nationalisme camerounais commence effectivement par le syndicalisme qui arrive en 1948, lorsque effectivement les communistes, donc Sokodo, Gaston Donat, ceux qui sont venus former les premiers UPC, parmi lesquels Oumnobel, effectivement, parce que ce sont les communistes français, quand ils sont venus pour former les Camerounais pour le syndicalisme, c'est là où ils ont repéré que le Mpodol Oumnobel était très intelligent, c'était un monsieur très intelligent, et ils ont su très vite que c'était lui qui allait, n'est-ce pas, conduire le syndicalisme camerounais, après que
après quand ils ont réorganisé, quand on a réorganisé, n'est-ce pas, l'UPC. Alors ce syndicalisme qui donne naissance au nationalisme camerounais, avec le premier parti, l'UPC, qui est vraiment le premier parti qui a défendu les droits des Camerounais. C'est l'histoire, on ne peut pas faire non, on ne peut pas faire autrement, on ne peut qu'accepter l'histoire du Cameroun avec cette lutte qui est arrivée, n'est-ce pas, jusqu'en 1980 et qui continue de nos jours, puisque le professeur Baïbek est là, les autres UPCistes sont là. Mais il faut dire effectivement aussi que l'UPC, il y a d'autres nationalistes, parce que lorsque le président Aïdjo se rend compte d'un certain nombre de choses, il a quand même, n'est-ce pas, la fibre nationaliste. C'est pour cela qu'il bâtit, quand il a le pouvoir, il bâtit l'État du Cameroun, il édifie l'État du Cameroun, il est dans la construction, n'est-ce pas, de l'unité nationale. Il travaille pour le bien des Camerounais, et il va travailler, ça veut dire que jusqu'à la suite, c'est quoi? C'est que c'est continuateur, donc le président Paul Biya, et qui est également, n'est-ce pas, un nationaliste. Et, il faut le dire, hein, plus tard, parce que lorsque on évolue, je veux m'ajouter que lorsque dans les années 92, le comportement du président John Frundi, il s'est comporté comme un nationaliste également, parce que il avait, n'est-ce pas, un certain nombre de prétentions. Il a choisi, n'est-ce pas, les voies de l'apaisement. Oui, donc le nationalisme se vit, et le nationalisme est véritablement l'amour que chaque Camerounais, n'est-ce pas, peut avoir pour son parti, et la préemption, n'est-ce pas, du patriotisme que chaque Camerounais, n'est-ce pas, peut avoir sur les autres partis. Je crois que si le syndicalisme, si le nationalisme est né effectivement chez les UPCistes, il faut nous dire que les UPCistes ont pu partager ça dans le temps avec les autres courants politiques qui sont nés et qui accompagnent, qui au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, se trouvent dans le landerneau politique, n'est-ce pas, du Cameroun.